Lors du TP, il va falloir analyser une lame de pancréas. Commençons par regarder une vue d'ensemble à l'œil nu, comme ici, ou à la loupe. Ceci permet de repérer des zones assez denses, compactes, séparées par des lignes plus claires. Celles-ci correspondent au tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est un tissu fibreux, tissu de soutien. Il a été ici écarté lors de la réalisation de la coupe. Le fait qu'il soit aussi large avec beaucoup de vide est donc un artefact de la préparation. Dans l'organe en place, il n'y a pas autant d'espace. Si l'on observe plus en détail avec le microscope optique, on va pouvoir déterminer la composition de ce tissu conjonctif, mais aussi rechercher tous les éléments unitaires composant cet organe. Quelques rappels. Vous voyez ici une photo avec l'indication MO x 40. On a réalisé ce cliché au microscope optique MO en utilisant l'objectif x4, c'est-à-dire la lentille vers l'objet avec un grossissement de 4, l'oculaire, c'est-à-dire la lentille vers les yeux, étant quant à lui 2 x 10. Le grossissement global étant le produit du grossissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire, on a un grossissement global de 4 x 10, c'est-à-dire 40. Au grossissement 100, on peut déterminer que ce tissu conjonctif contient des cellules appelées fibroblastes. On repère bien ici le noyau ovale coloré en violacé. Ces fibroblastes synthétisent des protéines fibrillaires, que sont les fibres de collagène, repérables ici sous forme de filaments rosés. L'ensemble de ce tissu conjonctif délimite des zones denses contenant principalement des acinies. Vous voyez ici qu'ils peuvent avoir différentes formes, par exemple rondes, ovales, ou des formes un peu moins circulaires avec éventuellement des angles. Au grossissement 400, on peut déjà bien voir que ces acinies comprennent une zone périphérique fortement colorée avec des noyaux, ici sous forme de petits ronds, et une zone centrale plus claire on peut passer à l'immersion, c'est-à-dire au grossissement x 1000, pour avoir plus de détails. L'immersion correspond à l'utilisation de l'objectif le plus gros du microscope, c'est-à-dire l'objectif x 100. Cet objectif s'utilise différemment des autres. Faisons tout d'abord une aparté concernant son emploi. Quand vous aurez fait la mise au point avec l'objectif 40, vous tournerez la tourelle porte-objectif de façon à placer les objectifs 40 et 100 de part et d'autre de la lame.
Vous déposerez ensuite une goutte d'huile à immersion sur la lamelle, puis vous tournerez à nouveau la tourelle afin de plonger l'objectif 100 dans l'huile. L'huile doit servir d'intermédiaire entre l'objet, ici présent sous la lamelle, et l'objectif. Il ne vous reste alors plus qu'à faire votre observation. Si besoin, il vous faudra faire une mise au point plus nette en tournant délicatement la vis micrométrique. Après l'observation, pensez toujours à nettoyer l'objectif 100 avec du papier spécifique pour lentilles. Nettoyez également la lame avec du papier sopalin imbibé d'alcool pour en enlever toute trace d'huile. Revenons à notre asinus au grossissement 1000. Analysons une cellule acineuse. Elle est délimitée par une membrane plasmique que l'on ne voit réellement bien que vers le pôle basal. On peut repérer un noyau basal, si le plan de coupe est favorable. Son contour correspond à l'enveloppe nucléaire, contour assez rond, et il contient un ou quelques nucléoles. Ici, on peut en repérer deux qui sont des petites taches assez denses. La présence de nucléoles est un marqueur de forte activité de synthèse protéique, puisque le ou les nucléoles sont les lieux de synthèse des ARN ribosomaux constituant les ribosomes, acteurs essentiels de la synthèse des protéines. Dans le noyau, le fond clair correspond à l'euchromatine, c'est-à-dire la chromatine diffuse, qui est la zone de synthèse des ARN messagers, c'est-à-dire zone de transcription. À côté de cette euchromatine, on a des zones plus denses, plus sombres, correspondant à l'hétérochromatine ou chromatine dense, qui elle va contenir de l'ADN plus compacté. Le contour du noyau apparaît au niveau du cytoplasme de façon rose sombre ici, ou si la coloration est à l'hématoxyline éosine en violacé. Ceci marque la présence de réticulum endoplasmique granuleux, lieu de la traduction, c'est-à-dire du passage de l'ARN messager vers les protéines. La cellule acineuse pancréatique est très fortement polarisée puisqu'on voit de l'autre côté un pôle apical qui lui est très clair, rose clair, qui apparaît ici très granuleux. Ceci correspond à la zone cytoplasmique contenant les vésicules de sécrétion, encore appelé ici grain de zymogène. Sur la sinus présentée sur cette photo, la lumière n'est pas repérable. Naturellement, elle se situerait au centre, mais initialement elle est très petite et elle a été écrasée lors de la réalisation de la coupe.
Les cellules acineuses pancréatiques synthétisent et sécrètent les protéines de type enzymes digestives dans cette lumière de la sinus. Ces enzymes sont ensuite drainées dans des canaux excréteurs, comme ici ou encore ici. Ces canaux excréteurs peuvent également être qualifiés de canaux sécréteurs, car eux-mêmes ont un rôle de sécrétion d'eau et d'ions hydrogénocarbonates. Ces canaux sont de différents diamètres. On peut en repérer ici un de petite taille, un autre ici de taille moyenne. Et ils peuvent être coupés en coupe transversale, comme c'est le cas sur la photo, ou encore en coupe longitudinale ou oblique. Et à ce moment-là, on les verrait de façon plus allongée. Voyons plus en détail comment reconnaître ces canaux sécréteurs. Quelle que soit leur taille, il y a présence au centre d'une lumière. Autour de celle-ci, une couche de cellules. On ne peut pas vraiment distinguer la membrane plasmique de chaque cellule qui en 3 dimensions aurait une forme de petit cube, mais on repère une succession régulière de noyaux. On voit par exemple ici un noyau, ici un deuxième, et ainsi de suite. Cette organisation correspond à un épithélium unistratifié, c'est-à-dire à une seule couche, cubique. Autour se trouve un tissu conjonctif avec des cellules nommées fibroblastes et une matrice fibrillaire protéique de type collagène. On vient de décrire les cellules ayant une fonction exocrine avec les cellules acineuses pancréatiques qui synthétisent les enzymes pancréatiques du suc. Et d'autre part, les cellules des canaux sécréteurs qui synthétisent l'eau et les ions hydrogénocarbonates. Voyons maintenant le deuxième type de fonction du pancréas. De façon plus discrète que les acinies et présent à côté de ces acinies, on retrouve des amas de cellules peu organisés correspondant aux îlots de Langerhans. Ils sont de différentes tailles et répartis de façon hétérogène dans l'organe. On y retrouve des cellules avec un noyau apparaissant en rose assez sombre, ou si la coloration est à l'hématoxylinéosine, en bleu bleuté, et autour un cytoplasme rose clair entouré par une membrane plasmique. Ces cellules ont un rôle endocrine, c'est-à-dire qu'elles synthétisent et libèrent des hormones dans le sang. Il existe deux types de cellules. Les cellules A ou alpha
sécrétant le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante qui augmente la glycémie, et d'autre part les cellules B ou bêta synthétisant l'insuline qui a une action hypoglycémiante. Mais au microscope optique, on ne peut pas faire la différence entre ces deux catégories de cellules. Fonction endocrine et fonction exocrine, vue tout à l'heure, font du pancréas une glande amphicrine. Les hormones sont libérées dans les capillaires, très nombreux notamment dans les îlots Langerhans. Mais on peut bien sûr trouver des capillaires partout dans le pancréas, puisqu'ils servent aussi notamment à alimenter les différentes cellules et à transporter les gaz respiratoires. Les capillaires correspondent à des vaisseaux sanguins de très petit diamètre, mais il existe aussi des vaisseaux de plus gros calibre dans le pancréas, comme dans n'importe quel organe animal. Voyons comment reconnaître ces éléments de vascularisation. Nous nous contenterons ici de donner des critères très généraux de reconnaissance de ces vaisseaux, car un TP plus spécifique leur sera consacré, au cours duquel des reconnaissances détaillées seront développées. Les capillaires correspondent aux éléments les plus petits du système circulatoire. Ils sont donc très étroits, leur diamètre équivaut à la taille d'une ou de quelques cellules du tissu avoisinant. Ici, le sang a été enlevé lors de la réalisation de la coupe, donc ils apparaissent avec une lumière vide. Ils ont l'aspect d'un trou qui peut être circulaire s'ils ont été coupés en coupe transversale ou un peu plus allongés s'ils sont en coupe oblique ou en coupe longitudinale. On peut en repérer aussi bien sûr dans la partie exocrine avec par exemple ici un long capillaire en coupe longitudinale. Les capillaires drainent le sang ensuite dans la partie veineuse avec d'abord des vénules de petit diamètre qui convergent pour donner des veines de plus gros calibre. Veines et vénules, quel que soit leur diamètre, se reconnaissent encore par la présence d'une lumière et celle-ci est relativement importante, plus grande que quelques cellules, et elle est délimitée par une paroi assez fine. Le sang veineux va retourner par la suite vers le cœur, puis propulser dans le système artériel. On aura d'abord des artères de gros calibre qui ensuite vont se diviser vers des artères de plus petit calibre pour ensuite aboutir à de petites artérioles. Quel que soit leur diamètre, artères et artérioles présentent une lumière centrale, là encore plus vaste que quelques cellules, et délimitée par une paroi assez épaisse. Donc là, critère important, paroi bien visible et assez épaisse. Quel que soit le vaisseau que vous observerez, la lumière peut être vide ou remplie de sang. Nous verrons, nous apprendrons comment détailler sa composition dans un TP ultérieur.
Lors du TP, il vous sera demandé de reconnaître tous les éléments cités précédemment. Par contre, lors d'une épreuve orale, lors d'une colle ou lors du concours, il vous faudra cibler ce qui est nécessaire pour répondre à la problématique du sujet. Votre présentation devra toujours être argumentée.